Bonjour à tous et bienvenue dans cette 12e édition du webinaire Impact Recherche. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir pour cette édition le docteur Xavier Jaïs du service de pneumologie de l'hôpital Bicêtre. Il nous présentera les nouvelles perspectives pour le traitement de l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique inopérable et il sera suivi du professeur Karim Sacre du service de médecine interne de l'hôpital Bichat Claude Bernard et il nous expliquera si les traitements immunodépresseurs sont utiles dans le syndrome de Susak. Les deux séquences de présentation seront suivies d'un moment de questions-réponses. Donc, ce sera l'occasion pour vous de poser toutes vos questions. Pour le faire, rien de plus simple, vous avez un module de questions-réponses en haut dans la barre d'outils de Teams. Vous pouvez poser des questions de façon anonyme et nous les présenterons aux deux orateurs qui seront ravis d'y répondre. Docteur Jaïs, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, je vous remercie de me donner l'opportunité de pouvoir vous présenter les nouvelles innovations thérapeutiques dans le domaine de l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. Commencer un rappel sur la définition, qu'est-ce qu'une hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. Je vais utiliser pour ma présentation l'acronyme anglais, c'est plus simple, de CITEF, que je vais utiliser maintenant pour la suite de la présentation. Donc, il s'agit d'une maladie qui est liée à la persistance et à l'organisation fibreuse de caillots au sein des artères pulmonaires après un ou plusieurs épisodes d'embolie pulmonaire. Donc, la CITEF, elle est définie par des symptômes, et en particulier la dyspnée, qui est le maître symptôme, à laquelle va être associé au moins un défaut de perfusion sur la scintigraphie pulmonaire de ventilation-perfusion, et puis des lésions caractéristiques que l'on va pouvoir objectiver sur l'enjeu scanner thoracique. De la même façon, il est nécessaire qu'il y ait une hypertension pulmonaire et donc il y a nécessité de réaliser un cathétérisme cardiaque droit qui permet de mesurer la pression dans les artères pulmonaires. Et donc l'hypertension pulmonaire est définie par l'existence d'une pression artérielle pulmonaire moyenne à plus de 20 mm de mercure. Tous ces éléments doivent être observés après au moins 3 mois d'anticoagulation efficace. C'est le temps qu'on considère nécessaire pour que les caillots aient le temps de s'organiser sous forme d'un tissu fibreux. Donc, quelques mots d'épidémiologie. L'incidence après une embolie pulmonaire est de l'ordre de 2 à 3%. Donc, il s'agit d'une complication rare d'une maladie fréquente. Environ 30 000 embolies pulmonaires chaque année en France. Donc, si on estime que l'incidence est de 2 à 3%, c'est environ 600 à 900 nouveaux cas par an de CITEF. Un petit mot sur la physiopathologie de la maladie, très importante. Il s'agit d'une maladie caractérisée par plusieurs composantes. La première composante est une composante mécanique liée donc à la présence de caillots fibreux au sein des artères pulmonaires qui peuvent être localisés sur les artères de gros calibre, c'est-à-dire les artères pulmonaires principales, lobaires ou segmentaires. Ces caillots fibreux peuvent également être localisés sur des artères de plus petit calibre, c'est-à-dire les artères sous-segmentaires jusqu'à un diamètre de 3 mm. Et enfin, on observe également une atteinte de la microcirculation, c'est-à-dire un épaississement des artères pulmonaires microscopiques, c'est-à-dire des artères de moins de 500 microns, qui vont être le siège d'un épaississement. Différents traitements ont été développés pour traiter cette maladie au cours des 30 dernières années. Ces traitements vont cibler les différentes composantes de la maladie. Tout d'abord, l'endartérectomie pulmonaire, qui a été le premier traitement développé dans cette maladie au début des années 90. Et donc, cette chirurgie permet finalement de retirer les caillots qui se trouvent sur les artères de gros calibre, ce qui représente à peu près 60% des patients, c'est-à-dire que 60% des malades sont opérables et 40% des patients vont avoir des caillots qui vont être localisés sur des artères de plus petite taille et donc ne vont pas pouvoir bénéficier de cette chirurgie. Et donc, au cours des 10 dernières années, finalement, se sont développées deux autres thérapeutiques pour traiter justement
cette composante localisée sur les artères de plus petite taille, hein, par l'angioplastie pulmonaire qui permet finalement d'écraser les caillots, l'obstruction des vaisseaux lorsque les caillots se situent sur les artères de petite taille, et puis des traitements médicamenteux qui vont cibler l'épaississement des artères microscopiques, hein, et donc au cours des 10 dernières années, grâce à l'avènement de ces nouvelles thérapeutiques, on a pu traiter des formes inopérables qui, jusque dans les années 2000, n'étaient pas traitables. Alors, un mot pour vous montrer la problématique de cette maladie sur la survie des patients opérés et non opérés avant 2014. Vous voyez que la survie des patients opérés à 3 ans était de 89% versus 70%. Donc, il y avait un besoin très important, hein, de développer des techniques pour traiter ces formes opérées avec un pronostic beaucoup plus sombre. Donc, si on regarde la stratégie de prise en charge telle qu'elle était recommandée en 2015, on voit que pour les formes inopérables, donc 40% des patients, les traitements médicamenteux apparaissaient au premier plan et l'angioplastie pouvait être envisagée dans certaines circonstances. Donc, il y avait un besoin vraiment très important, hein, d'abord de pouvoir essayer de déterminer la place respective du traitement médical et de l'angioplastie pulmonaire, et également de voir si ces traitements pouvaient être éventuellement complémentaires pour traiter ces formes inopérables de la maladie. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons décidé, dans le cadre d'un appel à projet, un PHRC 2015, d'effectuer un essai randomisé contrôlé qui visait donc à comparer l'angioplastie pulmonaire par rapport au riociguat, qui était donc la seule molécule qui avait une AMM pour le traitement des formes inopérables de la maladie, donc pour traiter ces formes d'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique inopérable. Donc il s'agissait d'une étude multicentrique, ouverte, randomisée en groupe parallèle. Donc tous les centres du réseau français d'hypertension pulmonaire ont participé à cette étude. Il y avait 2 centres qui effectuaient les angioplasties pulmonaires. Et l'objectif de cette étude était donc de comparer l'efficacité et la sécurité d'emploi de l'angioplastie pulmonaire par rapport au riociguat, donc chez des patients avec une forme inopérable de la maladie, nouvellement diagnostiqués, jamais traités, avec des résistances vasculaires pulmonaires à plus de 4 unités Wood. Donc 105 patients ont été inclus dans cette étude, 53 dans le bras riociguat, 52 dans le bras angioplastie pulmonaire. Les critères d'inclusion étaient des patients donc avec une pression artérielle pulmonaire moyenne à plus de 25 mm de mercure et des résistances à plus de 4 unités Wood. La durée de l'étude était de 26 semaines. Et le critère de jugement principal était la modification des résistances vasculaires pulmonaires à 26 semaines. Vous avez également indiqué les critères de jugement secondaire, hein, qui étaient les symptômes et puis les capacités à l'exercice évaluées par le test de marche de 6 minutes. Donc voilà le schéma de l'étude, hein, présenté de façon plus claire. Donc les patients étaient randomisés 1 pour 1, donc soit dans le bras angioplastie pulmonaire, soit dans le bras riociguat. Il y avait une évaluation réalisée donc à 26 semaines, date à laquelle le critère de jugement principal était évalué. Et à l'issue de ces 26 semaines, qui était la fin de l'étude RACE, les patients étaient inclus dans une étude de suivi supplémentaire de 26 semaines. Et donc les patients qui étaient au préalable traités par riociguat, s'ils restaient symptomatiques, pouvaient bénéficier d'un traitement complémentaire par angioplastie pulmonaire, et réciproquement, hein, s'ils étaient traités par BPA en première intention, ils pouvaient bénéficier d'un traitement par riociguat, avec une nouvelle évaluation qui était réalisée 26 semaines plus tard, ce qui permettait à la fois d'avoir une évaluation de la complémentarité des 2 traitements, mais aussi, on va le voir, éventuellement voir s'il pouvait y avoir un impact positif de pré-traiter les malades par riociguat avant qu'ils puissent bénéficier d'une angioplastie pulmonaire. Alors, si l'on regarde les résultats de l'étude RACE sur le critère de jugement principal, c'est-à-dire la modification des résistances vasculaires pulmonaires à 26 semaines, on peut observer que l'angioplastie pulmonaire entraînait une réduction plus importante des résistances vasculaires pulmonaires à 26 semaines, avec une baisse d'environ 60% des résistances dans le groupe traité par angioplastie pulmonaire versus 33% dans le bras riociguat, donc une supériorité de l'angioplastie pulmonaire par rapport au riociguat. Cette supériorité se faisait au prix d'événements indésirables graves dont la fréquence était plus élevée dans le bras angioplastie pulmonaire, 42% de complications liées au traitement dans le bras angioplastie pulmonaire versus 9% dans le bras riociguat. Ces complications observées dans le bras angioplastie pulmonaire sont des complications tout à fait connues qui sont inhérentes à la technique, hein, puisque cette technique nécessite de placer un petit ballonnet dans les artères pulmonaires à l'aide d'un guide.
Et donc, ces complications observées sont tout à fait attendues, hein. Il s'agit essentiellement de perforation de l'artère pulmonaire, de dissection de l'artère pulmonaire ou de rupture de l'artère pulmonaire. Et des études préalables ont montré que la sévérité de l'hémodynamique pulmonaire lorsque l'angioplastie pulmonaire est réalisée était prédictive, hein, de survenue de ces complications liées à l'angioplastie. Donc, l'étude de suivi qui suivait l'étude RACE a permis finalement d'abord d'évaluer si la stratégie de traitement avait une influence sur le résultat final lorsque les patients bénéficiaient d'un traitement combiné par ryosigouate puis angioplastie ou angioplastie puis ryosigouate, mais surtout d'évaluer si le fait de pré-traiter les malades par ryosigouate avant qu'ils puissent bénéficier d'une angioplastie pulmonaire permettait d'améliorer, de diminuer les risques finalement de complications liées à l'angioplastie pulmonaire en améliorant l'hémodynamique pulmonaire. Alors, ce qu'on peut observer, c'est que finalement, que les patients soient traités d'abord par ryosigouate ou angioplastie pulmonaire, on voit qu'au bout du compte, lorsque un autre traitement combiné était associé, c'est-à-dire BPA pour les patients traités par ryosigouate ou ryosigouate pour les patients traités par BPA, au bout du compte, le résultat était le même. On voit qu'il y avait une complémentarité des deux traitements, mais que, quel que soit l'ordre dans lequel le traitement était proposé, le résultat final était identique. Et de façon plus intéressante, lorsque les malades étaient pré-traités par ryosigouate, eh bien, le risque de complications liées à l'angioplastie pulmonaire était beaucoup moins élevé, hein. Vous voyez, 14% de complications liées à l'angioplastie pulmonaire observées chez les malades pré-traités par ryosigouate versus 42% chez les malades traités en première intention par angioplastie pulmonaire. Alors, on voit que cette diminution des complications liées à l'angioplastie pulmonaire sont effectivement liées au fait que de pré-traiter un malade par ryosigouate permettait d'améliorer l'hémodynamique pulmonaire avant que les patients bénéficient d'une angioplastie pulmonaire. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut finalement définir à partir des résultats de cette étude, hein? C'est que la réduction des résistances vasculaires pulmonaires est plus prononcée avec la BPA qu'avec le ryosigouate, mais que les événements indésirables graves liés au traitement sont plus fréquents avec la BPA qu'avec le ryosigouate. On a pu voir que les résultats de l'étude de suivi suggèrent que le ryosigouate et la BPA peuvent être complémentaires et que le pré-traitement par ryosigouate avant BPA permet de réduire significativement les événements indésirables graves liés à l'angioplastie. Et donc finalement, à la lumière de ces résultats, hein, l'approche multimodale combinant de manière séquentielle le ryosigouate et la BPA pourrait devenir la stratégie privilégiée pour traiter les patients avec une CITEF inopérable et des résistances à plus de 4 unités Wood. Et finalement, les résultats de cette étude ont permis de modifier, hein, les recommandations internationales de prise en charge de l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. Et je vous montre ici l'algorithme de traitement tel qu'il a été proposé lors du dernier congrès mondial qui a eu lieu cet été en Espagne. Et on voit, hein, que lorsque les patients sont inopérables, la première question à se poser, c'est sont-ils de bons candidats pour l'angioplastie pulmonaire? Et si oui, eh bien, il y a une indication potentielle, elle est traitée par ryosigouate avant de réaliser une angioplastie pulmonaire lorsque les résistances sont à plus de 4 unités Wood ou la pression artérielle pulmonaire moyenne à plus de 40 mm de mercure. Donc, grâce à cette étude, hein, finalement, les recommandations internationales ont pu être modifiées. De la même façon, l'association finalement d'un traitement combiné par ryosigouate puis angioplastie pulmonaire a pu démontrer son efficacité sur le pronostic des patients. Je vous mets ici les données du registre international qui ont été récemment publiées et qui montrent, hein, que la survie des patients non opérables, non opérés, hein, vous vous souvenez que sur une des premières diapositives que je vous ai montré, la survie à 3 ans avant 2014 des patients non opérés était de 70%, et bien maintenant, elle est de 92%, hein, chez les malades traités par angioplastie pulmonaire, et elle est identique à celle observée grâce à la chirurgie. Donc, grâce à cette approche multimodale, on a pu aussi considérablement améliorer le pronostic des patients souffrant de formes inopérables d'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. Et donc finalement, la prochaine étape, hein, et qui fait l'objet d'une étude qui est en cours à l'heure actuelle, là aussi, hein, dans le cadre d'un essai randomisé contrôlé qui a lieu au sein du réseau français d'hypertension pulmonaire et dont l'objectif est d'évaluer cette fois-ci s'il y a un intérêt potentiel à associer deux médicaments ciblant finalement l'épaississement des petites artères pulmonaires, donc d'associer un traitement par ryosigouate et macitentan, macitentan étant une molécule qui a démontré plus
récemment son bénéfice potentiel dans le traitement des formes inopérables d'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. Et la question, c'est est-ce qu'il y a un intérêt potentiel à associer 2 médicaments plutôt qu'un avant de réaliser une angioplastie pulmonaire pour à la fois avoir un meilleur résultat au final et surtout encore diminuer la fréquence des complications liées à l'angioplastie pulmonaire. Donc cette étude est en cours, hein. Les patients ont été tous inclus et donc on devra avoir le résultat de cette étude à la fin de l'année 2025. Donc là aussi, hein, cette première étude RACE a permis hein, de pouvoir nous permettre de réaliser des études complémentaires pour continuer à essayer d'optimiser la prise en charge de ces patients. Voilà, je vous remercie pour votre attention et donc je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine pour que vous puissiez nous présenter les résultats de cette nouvelle étude qui arriverait du coup en continuité de l'étude RACE. Je note bien, puisque c'est vrai que maintenant que vous nous avez expliqué tout ça, on a envie de connaître la suite. Pour l'instant, il me semble qu'on n'a pas de questions. Votre présentation était très claire. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu peut-être sur les recommandations, sur l'évolution des recommandations? Est-ce que, enfin, concrètement, quelles ont été justement les étapes pour voilà, mener à un changement de ces recommandations? Alors, en 2015, en fait, les recommandations, c'était plutôt de traiter d'abord médicalement les patients, donc par Riociguat, et de discuter éventuellement dans un second temps l'angioplastie pulmonaire. Alors, pourquoi à cette époque? Eh bien, parce que d'abord, il n'y avait jamais eu d'essai randomisé contrôlé mené avec l'angioplastie pulmonaire, et parce que le niveau de preuve était effectivement inférieur à celui qu'on pouvait avoir avec le Riociguat. Et donc, grâce à l'étude RACE, alors il y a eu également une autre étude hein, qui a été réalisée au Japon qui a permis de montrer finalement les mêmes résultats que l'étude RACE. Et donc, d'abord, ça a permis de mettre finalement l'angioplastie pulmonaire au même niveau que l'oriociguat, c'est-à-dire avec le même niveau de preuve, grâce aux résultats positifs de 2 essais randomisés contrôlés. Et la deuxième étape, c'était de montrer finalement que, eh bien, il y avait une complémentarité des deux traitements, c'est-à-dire que l'oriociguat permettait de cibler l'épaississement de la paroi des artères de petit calibre, hein, c'est-à-dire le remodelage des artères microscopiques, et que l'angioplastie permettait de traiter, elle, la composante obstructive liée à la présence de caillots fibreux au sein des artères de petit calibre. Et donc, dans la mesure où ces deux traitements ciblent des lésions différentes, il y avait une logique hein, à associer ces deux traitements, et donc l'étude a permis de confirmer hein, que cette idée d'associer les deux traitements était bénéfique. Donc là aussi, ça a permis de démontrer ça. Et donc, c'est la conjonction de ces données qui a permis de faire évoluer les recommandations et de démontrer l'intérêt d'associer potentiellement le traitement par Riociguat à l'angioplastie pulmonaire. Donc, tout ce processus, hein, il a pris de nombreuses années, hein, mais effectivement, ça a permis vraiment de faire beaucoup évoluer les recommandations internationales. Merci beaucoup, c'est très clair. Vous avez parlé d'une étude menée au Japon. Vous avez aussi parlé de critères d'inclusion qui étaient très précis en début de présentation. Est-ce que les critères d'inclusion dans l'étude qui a été menée au Japon étaient les mêmes que celles de l'étude RACE ou ils étaient différents sur certains points? Alors, c'est une bonne question. Les critères d'inclusion étaient un petit peu différents. Les collègues japonais ont pris des patients qui étaient un petit peu moins sévères que les nôtres. Donc, c'était également des patients qui avaient une forme inopérable de CTF, avec des critères hémodynamiques qui étaient un petit peu différents des nôtres, hein, des patients un peu moins sévères. Et surtout, les critères de jugement étaient différents d'une autre. L'évaluation dans l'essai japonais était à 1 an et pas à 6 mois comme dans l'étude RACE. Et le critère de jugement principal, ce n'était pas les résistances vasculaires pulmonaires, mais la pression artérielle pulmonaire moyenne. Donc, après, sur les critères de jugement secondaires, les critères de jugement secondaires étaient identiques. Hein, et donc, au global, hein, l'essai japonais, même si les critères d'inclusion étaient un tout petit peu différents et le critère de jugement principal un petit peu différent, en tout cas, les résultats allaient dans le même sens et démontraient la supériorité de l'angioplastie pulmonaire par rapport au Riociguat. Alors, il n'y a pas eu de suivi supplémentaire comme dans RACE qui a permis d'évaluer
l'intérêt potentiel de combiner de façon séquentielle les 2 traitements, mais en tout cas sur, l'efficacité, l'étude japonaise a été dans le même sens que Race, supériorité de l'angioplastie par rapport au Ryosigwat avec un peu plus de complications, dans le bras traité par angioplastie inhérentes à la technique elle-même. Merci beaucoup. On a une question qui, vient de nous être posée. Chez un patient opérable, peut-on proposer, le Ryosigwat plus l'angioplastie? Alors oui, tout à fait, c'est une très bonne question. Donc effectivement, hein, alors là, il n'y a pas eu d'essai, randomisé contrôlé, donc ce sont des données qui sont issues de cohortes, hein, ou de registres internationaux, qui ont permis, d'évaluer l'intérêt potentiel chez des patients qui, après une chirurgie, avaient un résultat qui n'était pas optimal, on va dire. Eh bien, la réponse est oui. D'abord, il y a un essai thérapeutique avec le Riociguat qui a démontré que, le traitement médicamenteux était efficace dans ces formes d'hypertension pulmonaire persistante après chirurgie, et il existe des données de registre, en particulier, qui montrent que l'angioplastie pulmonaire, le plus souvent combinée à un traitement médicamenteux au préalable, avec la même logique que pour les formes inopérables, était efficace chez des patients donc, qui avaient une hypertension pulmonaire résiduelle après chirurgie. Merci beaucoup, c'est très, très clair. On n'a pas d'autres questions, donc c'est que tout le monde a très bien, compris, je pense. Les messages sont passés. Vous avez des remerciements dans la boîte de questions-réponses. J'en profite pour vous remercier encore une fois à mon tour et je propose qu'on puisse passer à la présentation du professeur Karim Sacre. Merci encore. Merci beaucoup.